Il y a une phrase qui revient souvent, qui m'est dite par les gens qui reviennent me voir. Depuis que tu le vois, ton psy, tu ne me parles plus. Tu as changé. Et le sous-entendu derrière, c'est tu as changé, mais pas comme je veux, chérie. Tu m'obliges à faire ce que je ne voulais pas. Et le sous-entendu du sous-entendu, c'est tu es devenue méchante. Ou alors tu es devenu méchant depuis que tu vas voir l'autre. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Et Maximilien Bachelard est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute, vous êtes président de l'Institut du Comment. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes devenu un phénomène des chaînes YouTube, donc vous pouvez commenter les vidéos et je vous invite à communiquer les sujets que vous souhaitez voir traités par Maximilien. On va parler, de votre pratique aujourd'hui. Depuis que tu vas chez ton psy, c'est plus pareil, Maximilien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est un point qui m'est venu au fur et à mesure des consultations, mais à peu près comme tous les sujets que j'ai traités, c'est que j'étais amené à voir monsieur ou madame individuellement, et puis la thématique abordée, le support de départ, c'était le couple. Et puis le patient de revenir et me dire, voilà, j'ai eu l'interrogatoire en rentrant, j'ai des réflexions depuis que je viens vous voir. Et donc on voit déjà que même en ayant échangé de manière anodine, ça a déjà posé un problème qui évidemment préexistait avant moi, puisque les questions souvent elles sont anodines. Évidemment, moi je suis pas là pour prendre position. Évidemment, les gens qui viennent ont une difficulté, mais je pars pas du principe qu'ils sont victimes. Donc je pose des questions sur le couple. Madame va me dire j'en ai marre parce que mon mari ici, ou monsieur va me dire j'en ai marre parce que madame ça. Et donc on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce couple-là, jusqu'où j'ai pu faire une déflagration juste en posant des questions et juste en répondant à une personne en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière c'est plus pareil ? Alors, il y a une phrase qui revient souvent, qui m'est dite par les gens qui reviennent me voir. Depuis que tu le vois, ton psy, tu ne me parles plus. Tu as changé. Et le sous-entendu derrière, c'est tu as changé, mais pas comme je veux, chérie, I ou IE, écriture inclusive, merci Nadia. Pas comme je veux, tu m'obliges à faire ce que je ne voulais pas, en fait. Et le sous-entendu du sous-entendu, c'est tu es devenue méchante, en fait. Ou alors tu es devenu méchant depuis que tu vas voir l'autre. Ouais. Il faut savoir que la thérapie, ça n'est pas cracher sur les absents, évidemment, mais c'est de remettre les responsabilités de chacun. Une autre phrase qui revient, qu'est-ce que tu dis au psy que tu ne me dis plus à moi ? Et donc là, c'est important que je vous le dise. Souvent, les gens qui viennent me voir ne me disent rien de plus que ce qu'ils ont déjà sorti pendant des plombes et des années dans leur couple. Sauf que moi, Comment vous le savez ? Mais parce que la plupart du temps, ça a déjà été dit. Il est très rare. Par exemple, le fantasme qui revient souvent, c'est tu vas dire à ton psy un truc que je sais pas, peut-être t'as été infidèle, t'as quelqu'un d'autre. C'est assez rare tout ça en fait. Et comment je le sais ? Parce que parfois je suis amené à voir les gens à deux très rapidement après avoir vu une personne individuellement. Donc là, on est sur un dispositif de couple et il se dit pas plus de choses qui ont déjà été dites en fait. Mais la question, c'est cette musique qui tourne et qu'on n'entend plus. C'est intéressant parce que ça amorce un dialogue de fou. La majorité du temps, tout a été dit. Par définition, dans tous les couples avec le temps, ça fait une musique. Alors, on pourra imaginer que monsieur n'écoute plus sa femme, mais la femme peut ne plus écouter monsieur non plus. C'est-à-dire que les plaintes sont une espèce de musique de fond, une musique d'ascenseur. On ne fait plus attention, en fait. Et donc moi, évidemment, puisque je suis là pour écouter les gens pour la première fois, je m'intéresse à ce qu'ils racontent. Je leur pose des questions. Puis ils se disent vous vous demandez ça. Et moi, mon mari, il s'en fiche. Oui, mais bon, moi, je suis pas impliqué affectivement, donc c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est une musique de fond. Avec le temps, on y fait moins attention. Exactement, mais c'est-à-dire qu'il y a une phrase qu'on sort qui est complètement idiote et qui est moderne, idiote comme beaucoup de modernité. Il faut communiquer dans votre couple. Ça ne veut rien dire du tout. Normalement, la communication, ça doit permettre un dialogue, ça doit permettre de savoir ce que je pense au fond, ce que pense l'autre au fond. Ça doit amener une forme de consensus pour arriver à des actions. Si on n'arrive pas à des actions, c'est du blabla. Et j'ai même envie de dire, dans beaucoup de couples, on s'écoute parfois trop pour ne rien faire, en fait. C'est-à-dire, on met aucune action en place, mais tous les soirs, on a 2 heures de discussion. Il y a madame ou monsieur qui se dit « j'en peux plus, je me tais, sinon ça va être encore pire ». Mais c'est encore pire, ça bloque tout, on ne passe jamais à l'action. Les gens, il faut savoir, qui viennent me voir, viennent épuisés en consultation. Ils sont quasiment jamais au début d'un souci. Ils ont épuisé toutes leurs solutions et ils se sentent dans l'impasse. Mais comme je dis souvent, il faut regarder les notes
et ne pas écouter la musique. Si on dit à l'autre qu'on aimerait qu'il fasse le ménage et qu'il ne le fait pas, alors parfois, attention, on veut que les choses soient faites exactement comme on veut et comme on veut, donc ça c'est un problème. Mais si on fait le ménage alors qu'on a demandé à l'autre de le faire, en conséquence on le fait, donc on a des demandes, on y répond soi-même et donc évidemment on ne pousse pas l'autre à faire lui-même. Et quand vous dites que les gens arrivent épuisés en consultation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils se demandent s'ils sont pas fous, ils en peuvent tellement plus qu'ils se demandent s'ils doivent pas partir en courant. Parfois, il y a plein de gens qui finalement ne se séparent pas et ne divorcent pas. Mais ça veut dire quoi, j'en peux plus, par exemple ? J'en peux plus, je peux plus le voir en fait. J'ai plus envie de coucher avec, c'est mécanique. Quand il parle, je peux plus le voir en peinture. J'ose même plus lui parler parce que quand je commence à parler, il sait ce que je vais dire et il est déjà prêt à me dire que j'ai tort. Et donc forcément, il se passe un truc chez le psy parce que moi, j'essaye pas d'avoir tort ou raison. Déjà, j'écoute à bloc, à fond. Et je suis pas là en me disant elle va encore me dire ci et ça. Donc déjà, il y a un effet de soulagement quand on vient voir le psy, c'est évident. Puisque le couple, quand même, est un lieu par excellence où on n'entend plus rien par moment. C'est vraiment le lieu où on fait plus attention au bruit, quoi. C'est quand même dramatique. Parce qu'en plus, quand on s'est rencontrés, souvent, c'est parce que l'autre a entendu un bruit chez nous et ça lui a parlé. Et on arrive à la fin où on n'entend plus rien, en fait. Le bruit est assourdissant, vous voyez ? J'entends plus le marteau-piqueur. J'arrive même plus à réfléchir. Ah c'est le marteau-piqueur d'ailleurs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je voudrais parler de la question des demandes, parce que ça, c'est un élément très important. Alors, je sais que ça va un peu secouer 2-3 personnes, mais c'est comme ça. Sur les 500 000 vues qu'on fera peut-être, il y aura 3 personnes pas contentes. Mais quand vous parlez des demandes, c'est des demandes qu'on a quand on vient vous voir ? Non, dans le couple. C'est-à-dire que quand les gens viennent, quasiment tout le temps, ils disent, j'ai formulé des choses, j'ai formulé des demandes, et puis il n'y a rien qui est passé. Donc, dans une demande, il faut faire attention à 2 choses qu'on fait nous-mêmes, qui renforcent l'autre dans l'incompétence. C'est-à-dire, fais ça et puis finalement, je le fais moi-même, donc tu vois, t'es incompétent. Mais aussi, est-ce qu'on a à l'inverse à tolérer que ce soit pas fait comme on veut et dans l'immédiat ? Donc, je vais vous donner un exemple très concret qui va parler à quasiment tout le monde. Si la tringle à rideau n'est pas posée depuis 2 jours, peut-être qu'il faut qu'on se calme et que l'autre a peut-être d'autres priorités qui ne sont pas les nôtres. Déjà, c'est une première chose. Parce qu'après, on rentre dans un processus où on se dit « Ah oui, mais madame est hystérique. » Oui, peut-être madame, elle peut laisser une petite latitude. En même temps, si la tringle à rideau n'est pas posée depuis 2 ans, c'est-à-dire que l'autre, en fait, évidemment, s'en fout. Il faut se le dire. À un moment donné, il s'en fout. C'est pas sa priorité. Donc, moi, la question que je pose, c'est pourquoi on n'apprend pas à percer 2 trous et visser 2 vis à ce moment-là ? Plus on attend de l'autre, plus on lui montre notre dépendance et plus on dit que nos problèmes communs sont uniquement de sa faute. C'est important ça, parce que ça montre la contribution au bordel du couple qu'on est en train de provoquer. Moi, je pense, et donc là, je vais peut-être un peu démonter les préjugés sexistes qu'on pourrait m'attribuer, qu'un homme peut cuire du riz et qu'une femme peut percer un trou dans un mur. Je pense que génétiquement, ils peuvent le faire. Je pense qu'il n'y a pas de limitation, sauf si on est sexiste ou sauf si on les prend pour des handicapés. Donc, à l'ère des revendications sexuées, les hommes voulant ci, les femmes voulant ça, les masculinistes nous fatiguant, les féministes aussi, je pense qu'il serait bon que tout le monde s'essaye à savoir faire un peu tout. Ce serait pas mal, quitte après à ne pas devenir interchangeable et finalement à ne pas en vouloir à l'autre parce qu'on ne s'autorise pas à faire quelque chose. Et c'est en ça où pour moi, je le dis, le couple est un haut lieu de radicalisation sexuée. Ah ouais. Voilà, je pense que potentiellement c'est un lieu à risque que le ministère devra investiguer. Je pense qu'il y a un potentiel à la radicalisation sexuée et que finalement on pourrait toujours dire que c'est la société qui nous rend comme ça. Mais encore une fois, si monsieur en a marre d'attendre 21h que sa bonne femme ait fait à manger, elle n'a qu'à faire à manger. Puis si madame, elle en peut plus, qu'il puisse pas mettre un cadre au mur, elle prend la petite perceuse qui fait 1,2 kg, qui peut être jaune, rose, verte ou bleu, et puis elle fait un petit trou, et puis elle sera très fière d'elle-même. Bon, mais l'autre a quand même le droit d'avoir des priorités qui ne sont pas les nôtres. Exactement, et donc si je sais faire quelque chose que je demande, au pire, je peux toujours le faire si ça va pas à mon rythme. Si à 1h du matin, j'ai envie de percer un mur et que l'autre me dit fais-le, et je le fais, et puis il n'y a plus de problème. C'est ça qui est aussi dramatique dans le couple, c'est que assez souvent, il suffirait qu'on le fasse pour qu'il n'y ait plus de problème. Mais le couple serait beaucoup moins drôle. Mais comment est-ce qu'on organise la répartition des tâches dans ces cas-là ?
cas-là? Comme on a envie, on peut tout à fait faire à manger toute sa vie, être une femme et adorer ça. Un homme peut le faire aussi également. Et évidemment, il y a des tâches qui vont pas plaire aux deux, sortir les poubelles, on peut tourner. Je pense que le fantasme d'être sur un espèce de traitement égalitaire ne fonctionne pas. C'est exactement pour moi le même fantasme que on a élevé nos enfants pareil. Non, on n'élève jamais ses enfants pareil. On les aime différemment chacun. Et pour les répartitions de tâches, quand on commence à faire des tableaux, ça commence à être moins l'ambiance quand même. Vous voyez ? Donc si madame aime faire à manger tous les soirs et que monsieur ça lui va, il n'y a pas de problème en fait. Mais le souci c'est que la plupart du temps, pour certaines tâches un peu exceptionnelles, il n'y en a qu'un des deux qui sait le faire. Donc si je sais monter un mur, par définition l'autre va pas apprendre à le faire, donc je suis bloqué. Ouais. J'ai même envie de dire, il vaut mieux que je fasse l'idiot et que je dise que je sache pas le faire. Vous voyez ? Oui, mais regarde, tu dis que tu peux pas montrer la tringle, mais t'as bien réussi à visser tel truc il y a 3 semaines. Voilà, on est bloqué, on est cerné. Et je pense qu'on peut rajouter du jeu là-dedans, on peut rendre les choses un peu moins lourdes, un peu moins compliquées, si on peut être possiblement interchangeable. Après, à chaque couple de trouver son organisation. On n'est pas obligé de se dire qu'une semaine sur 2 on fait ça. On peut trouver du plaisir aussi à faire des actions. Comme dans le boulot, aujourd'hui on nous demande d'être polyvalent. Oui, mais c'est pas parce qu'on est polyvalent qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Et c'est différent d'être polyvalent parce qu'on l'a décidé ou d'être polyvalent parce que mon patron m'envoie là où il a envie. C'est pas la même chose. Donc on peut se dire, moi je sais percer des trous, mais ma femme elle aime bien bricoler, c'est elle qui le fait. Puis moi, je fais à manger, ça me va en fait. Donc toute la question, c'est de se dire, est-ce que je peux faire des actions pour le couple qui me font plaisir ? Et donc si tout le monde sait tout faire, c'est déjà beaucoup plus simple en fait. Parce que l'homme qui dit, je sais pas, je veux pas faire la tringle, quand même, il se fout de nous quoi. Mais la femme qui veut pas percer un trou, elle se fout de nous aussi en fait. Parce que il faut quand même découvrir ce plaisir que de réussir à faire un truc qu'on n'a jamais fait. Moi, par exemple, on m'a pas appris à être bricoleur, mon père m'a pas appris ça. La première fois que j'ai monté une tringle à rideau, j'étais content. Et puis la première fois que j'ai fait de la plomberie, j'étais content. Et puis après l'électricité, j'étais encore plus fier de moi. Et je me sentais moins dépendant. Je me sentais moins dépendant de l'arnaque de l'électricien qui se fout de moi et qui me prend 2000 € pour faire 3 trucs. Et donc, j'ai moins de haine contre les électriciens, j'en ai plus du tout. Et donc, la femme qui arrête de dire à la terre entière que sa maison ressemble à rien parce que son mari bricole pas, elle sera plus heureuse en le faisant elle-même. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on est en train de déminer le terrain du couple. Ça devient plus un lieu où les problèmes viennent de l'autre. Ça devient un lieu où je me demande qu'est-ce que je peux y apporter dans le couple. Ouais. Ou alors peut-être doser raisonnablement ce qu'on attend de l'autre. Exactement. Et puis si finalement on attend de l'autre mais qu'on peut faire, c'est plus le même problème en fait. Vous voyez ? Si je suis dépendant de vous pour faire un truc et que je me sens incapable de le faire, vous sentez bien qu'il y a une pression. Vous voyez, c'est comme quand vous attendez un papier qu'on vous donne pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre 6 mois un papier et sans ce papier, je pouvais pas faire autre chose. On a envie de tuer la personne. Mais si je peux le faire moi-même, ce papier-là, il n'y a plus de problème. Depuis que tu vas chez ton psy, c'est plus pareil. Maximilien Bachelard est notre invité, docteur en psychologie et psychothérapeute. Maximilien. Exactement. Alors, l'autre point qui me vient à l'esprit, c'est qu'on peut être infidèle par la thérapie, symboliquement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En thérapie, on vient parler d'intimité. Donc, je vous donne le coup classique. Alors, ça peut être l'homme, évidemment. Encore une fois, c'est un peu plus facilement la femme qui vient voir le psy. Elle a dit à son mari que ça n'allait pas, elle lui a proposé une thérapie de couple, il lui a dit « mais moi, j'ai pas de problème, c'est dans ta tête, va consulter si t'as un souci, tout va très bien ». Bon, la phrase habituelle, vous voyez, je dodeline de la tête, parce que c'est toujours la même chanson. Dodeliner de la tête. Exactement. Ouais, ça se perd un peu comme expression. Exactement. Ouais. Et donc on vient parler de l'intimité et l'autre a refusé de venir, donc il sait que d'une certaine manière la personne va venir parler de quelque chose et l'homme peut se dire mais ça le regarde pas et en même temps t'es libre, tu peux aller chez le psy. Et donc la question qui revient souvent c'est tu lui as parlé de moi ? Sous-entendu, il en pense quoi, monsieur Bachelard, de tout ça ? Finalement, on vient parler de l'autre sans son consentement. Et on peut arriver dans un processus qui arrive assez souvent, c'est on passe de l'idée d'une femme qui serait libre selon le mari, voilà, dans le couple, à la femme qui serait sous l'emprise du psychologue, parce qu'elle est en train de changer, qui en fait, selon moi, se libère de l'emprise de son couple.
mais elle se libère pas de l'emprise de son conjoint. Ça serait trop simple de dire ça, et ça mettrait la patiente en position de victime libérée par le psy. Le psy libère personne, à un moment donné, il faut arrêter de fantasmer ça. On irait sinon d'emprise en emprise, mais je pense que les femmes ne sont pas des choses, et elles doivent pas se comporter comme telles. Donc il y a cette question-là pour beaucoup d'hommes qui ont l'impression que leur femme leur échappe, puisque en allant voir le psy, elle va officiellement, et donc on est toujours sur la théorie de l'homme qui veut pas voir, elle va officiellement montrer un problème auprès de quelqu'un. Et alors comment ils réagissent, ces fameux maris dont les femmes vont voir un psy? Il y a une phrase que j'ai notée, qui est une phrase habituelle. Tu t'occupes de toi, désormais tu vas chez le coiffeur, donc je dois me débrouiller parce que tu vas voir le psy, tu me laisses me débrouiller sur ça. Ça voudrait dire que c'est moi le problème. Et donc on entend tout de suite ce qui est en train de se jouer, c'est qu'en allant voir le psy, ça vient révéler une difficulté, et notamment la difficulté que chez beaucoup d'hommes de se dire ouais, peut-être qu'il va falloir que je change un petit truc dans ce que je fais. Et souvent, ça s'accompagne de la phrase « Si c'est pour empirer la situation, c'est plus la peine d'y aller ». Donc, résistance de l'autre qui est en train de dire « Ouh là 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 là, tu vas de plus en plus voir tes copines, tu es de plus en plus heureuse, donc tu es potentiellement plus intéressante pour le monde extérieur. Et en plus, tu me dis de plus en plus non quand je te demande de faire le ménage. » Donc on est dans quelque chose de compliqué. Et avec la phrase parfois qui est marrante, moi je vais venir, je vais lui expliquer à ton psy. Sous-entendu, tu l'as embobiné et vous pensez que c'est moi le souci. Et ce qui est assez drôle, c'est que d'une certaine manière, la plupart du temps, c'est pas du tout ce qui se passe. L'important pour le thérapeute, c'est de faire valider que monsieur et madame sont d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas épanouis et heureux. Monsieur a sa femme qui arrête pas de jacter et de se plaindre, et madame est pas contente parce que monsieur fait pas ci, fait pas ça. Donc c'est important de dire que, évidemment, chacun a sa vision du problème. Évidemment que monsieur n'est pas du tout d'accord avec le problème, mais il est quand même aussi en même temps directement d'accord avec moi sur le fait qu'elle arrête pas de se plaindre. Bon, il comprend pas pourquoi, mais il le constate. Et donc vous, votre but, finalement, c'est de les mettre d'accord au moins sur ce point-là. Je crois que la majorité du temps, ils le sont, mais encore une fois, si monsieur l'accepte, on est en train d'entrer dans des négociations. Pour moi, c'est la métaphore du chantier. Vous faites venir 3 types sur un chantier, 3 artisans. Ils sont d'accord sur le fait que le mur, il va s'écrouler. Alors, il y en a un qui vous dit qu'il faut mettre un IPN, l'autre qui dit qu'il faut tout raser, l'autre qui dit on va remettre du plâtre. Ils sont peut-être pas d'accord sur quel est le problème, mais ils sont d'accord qu'il y a un problème quand même. Bon. Parfois, l'autre partenaire est dans le déni, celui qui est pas là, mais ça peut être la femme, encore une fois, j'ai de plus en plus d'exemples comme ça. L'autre partenaire qui n'est pas en consultation est dans le déni, il va très mal, il est enragé, il dit que tout va très bien, sous-entendu, moi j'ai aucun souci, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Ils ne comprennent pas les besoins du partenaire qui vient me voir. Pourquoi tu vas le voir finalement? T'as tout ce qu'il faut à la maison. T'as une bagnole, t'as un sac à main, tu bosses pas, c'est moi qui bosse, et en plus, tu vas aller voir le psy avec mon argent. Bon, ce partenaire absent, il ne comprend pas ce qu'est un couple. Un couple, c'est un 3e personnage du duo. C'est pas simplement madame, monsieur, c'est qu'est-ce qu'on constitue comme organisation. Avec ces gens, d'une certaine manière, on a un peu mal parti, car la définition de la collaboration entre les deux, avant même de me rencontrer, n'existe pas. C'est pas une collaboration, en fait. C'est ça la difficulté. Donc, d'où la phrase qui m'est venue, il faut arrêter de prendre les cons pour des gens. Et puis, je me suis rendu compte... Il faut arrêter de prendre les cons pour des gens. Exactement, c'est une phrase qui m'est venue un jour. Je trouve qu'elle est assez violente, assez trash. Mais là, on est dans quelque chose où on peut quand même dire que madame, quelles que soient les explications, elle va pas bien, et qu'à un moment donné, naturellement, on devrait régler ça dans le couple, et que naturellement, ça devrait intéresser un petit peu monsieur. Parfois, le thérapeute qu'on ne connaît pas devient une surface de projection de toute la haine de celui qui se sent abandonné. Ce dernier ou cette dernière se sent cerné par son conjoint et le thérapeute. Donc, mais il est rare, et c'est important que je le reprécise, que le patient ou la patiente vienne se défouler sur l'absent. Au contraire, la personne qui vient me voir essaye de trouver quelque chose pour faire fonctionner les deux. Et ça, c'est un moment qui me fait toujours un peu de peine. C'est que je me dis qu'il y a un mari ou une femme qui est hors de lui à la maison, alors qu'en fait, on est en train de bosser pour que ça aille mieux, quoi. Et qu'on n'est pas du tout en train de faire la liste des composantes. Donc, celui qui vient vous voir n'est pas là pour charger l'autre. C'est très rare, en fait. C'est très, très rare. C'est-à-dire que très rapidement, si on commence à se revoir au bout de la 2e consultation, c'est que la personne en face, elle se dit « Oui, j'ai mes torts. Donc je vais m'en occuper ». Quels sont les risques d'aller voir un psy finalement? Le risque le plus grave quand on va voir un psy, il faut que les gens soient bien au courant avant d'appeler un psy, c'est de changer. C'est le risque le plus grave.
on veut souvent que tout se modifie sans rien changer. La demande des gens au départ, c'est l'autre ne change pas, je lui ai demandé de 36 façons et là j'en peux plus donc je viens vous voir. Ensuite, souvent, il y a 2 cas de figure. Soit les gens refusent, ceux qui viennent me voir, d'identifier leur rôle, leur place, leur fonction dans leur couple et ils veulent être défendus face à un bourreau. Vous voyez, il est pervers, il est bipolaire, il est méchant, gna 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 gna. Et d'une certaine manière, moi en tant que psy, je suis pas sauveur, quoi. Je suis pas là pour rendre justice. Je peux pas partir du principe que j'ai des gens complètement handicapés, invalides, et qu'il faut les défendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas sauveur ? C'est-à-dire que moi, j'ai pas à prendre parti, j'ai pas à essayer de protéger madame ou monsieur face à l'autre qui sera un agresseur. Moi, je suis obligé à un moment donné de faire en sorte que les gens mobilisent leur capacité à se poser la question de ce qu'ils foutent dans cette interaction et qu'est-ce qui pourrait changer eux. Et moi, je ne vais pas amener à dire à quelqu'un que je n'ai pas vu de changer. Je vais pas me permettre un truc comme ça. Moi, je reçois les gens qui veulent me voir, qui ont une demande, tout simplement. Soit vous n'avez pas ce pouvoir de changer les gens. C'est-à-dire que si les gens désirent quelque chose, je peux les amener à changer d'une certaine manière, et que si vous voulez rien du tout, je peux pas vous changer à distance. Sauf si je me pense marabout, exorciste, etc. Mais ça, c'est pas la même autre fonction. Chose. Ouais. Donc il y a ce genre de personnes où soit la personne en face de moi, elle identifie sa part de contribution dans le souci. Et là, on peut travailler. D'une certaine manière, il faut que la personne en face se dise « Oui, c'est vrai qu'en même temps, plus j'évite de dire à mon mari certaines choses, plus il les apprend, plus ça le met en colère. Donc peut-être que vous avez raison, à force d'avoir la trouille, je provoque des problèmes. Donc peut-être qu'il faudrait que je lui dise certaines choses dès le départ. » Voilà, ça c'est une démarche fructueuse et qui souvent, la plupart du temps, bénéficie à celui qui n'est pas là en plus. Donc parfois ça commence de travers et puis au final on dit c'était pas plus mal que tu ailles voir le psy. Mais l'entourloupe, c'est que finalement le partenaire qui n'était pas là s'est mis à changer aussi, plus indirectement. C'est ce que disait Dommages collatéraux. Dommages collatéraux. Ouais. C'est ce que disait Carl Rogers, qui est un des psys les plus connus aux États-Unis. Il disait qu'en fait, le principe de la psychothérapie, c'était de passer de l'externalisation du problème à l'internalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va sortir du jargon. J'arrive en me disant que je suis victime de la terre entière et je peux rien faire. Et le processus de thérapie, très rapidement, est de se dire, alors qu'est-ce que je peux changer moi ? En quoi je contribue aux difficultés qui m'arrivent ? J'arrive pas à trouver de boulot, peut-être que oui, il fallait peut-être pas que j'envoie 3 CV, peut-être qu'il faudrait que j'en envoie 50. Voilà, ça c'est se reposer la question de ce qu'on peut faire dans notre propre vie. Bon, Carl Rogers, vous googlez. Oui, en plus il est assez accessible et il est très bien. Il plaît pas trop aux psys français parce qu'il est pas assez snob. Les psys français, ils ont besoin de trucs un peu compliqués, des termes imbitables, incompréhensibles. Carl Rogers, il parle simplement de choses de la vie. C'est important que je vous parle un petit peu des couples qu'on a sous le pied, des couples qui ont des compétences, du potentiel, qui est un petit peu en sommeil. C'est-à-dire C'est-à-dire des situations où finalement, moi je suis là pour en mettre 2-3 coups de vis, faire un petit tour de magie ou 2, et puis au bout de quelques rendez-vous, ça repart en fait. Il n'y avait pas de problème fondamental. Donc c'est des situations où le couple en fait il est assez en forme, ou la partenaire qu'on ne rencontre jamais va encourager le processus d'épanouissement du patient. Et l'autre qui n'est pas là, finalement, est un peu comme un co-thérapeute ou un allié. Et j'ai souvent des gens qui me remercient d'avoir permis à l'autre d'enfin s'occuper de lui. J'ai un homme, il y a 2 semaines, qui m'a dit « Je suis content que vous puissiez voir ma femme et qu'enfin elle accepte parce que ça fait des années que je suis embarrassé avec ses problèmes à elle et je ne sais pas comment l'aider. » Et donc là, à partir de ce moment-là, je sais que quand la personne va rentrer, il y aura un allié qui va pouvoir renforcer ce que je fais. Donc là, on est clairement dans le cas d'un couple que, comme vous le dites, qu'on a sous le pied. Mais qu'est-ce qui amène à ce moment-là la femme à consulter ? Elle vient vous consulter pourquoi ? Peut-être parce que il faut savoir qu'on ne peut pas tout adresser dans le couple, en fait. Alors, si une dame a vécu des moments traumatisants dans sa vie et qu'elle est en prise avec une dépression, des cauchemars, des angoisses perpétuelles et que ça retentit sur sa façon d'être avec ses enfants et son mari, le mari peut pas non plus devenir tout, quoi. Il va pas pouvoir devenir le thérapeute. Et donc, pour pouvoir faire fonctionner de manière saine le couple, il va falloir arrêter d'y mettre au mauvais endroit des choses qui n'ont rien à y faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez, une grosseur au niveau du ventre, vous montrez ça à votre femme, vous vous angoissez, elle s'angoisse. Pour arrêter le délire, il faut que vous alliez voir le médecin. Vous voyez ? Parce que sinon, en fait, c'est de pire en pire. C'est la même chose. C'est d'aller, à un moment donné, voir le garagiste parce qu'il y a un clic-clic et que quand vous prenez la voiture avec votre femme, vous vous dites « Oh là là, je crois que je vais paumer la roue, quoi ». Et votre femme, elle doit vous mettre un coup et dire « Écoute Philippe, tu me fatigues, on va chez le garagiste, ça fait 2 semaines que je te le dis, parce que moi aussi j'ai peur. »
Vous voyez, on peut rien faire. En couple, d'une certaine manière, il y a des moments où on ne peut pas demander à l'autre de changer d'identité et de devenir notre thérapeute. Donc souvent j'ai l'autre qui va remercier à travers le patient que je vois, qui va dire ah bah tu vois, t'arrives à exprimer ton mal-être sans hurler. Tu as appris à dire quand je faisais des choses qui ne te plaisaient pas, mon chéri, parce qu'avant je te voyais être enfermé pendant une semaine, puis après tu mettais un coup de poing, tu nous cassais le BA13, tu hurlais, tu te barrais pendant 2 jours. Là, tu as appris, grâce à ton psy, qui t'a un peu réveillé, à me dire que ça t'embête un peu d'aller voir ma mère ou que ça t'embête de gérer les enfants. Et donc, on trouve un compromis. Alors, on se demande toujours ce qui se passe chez un psy. On en parle avec Maximilien Bachelard ce matin. Depuis que tu vas chez ton psy, c'est plus pareil. On a toujours ce sentiment, Maximilien, qu'un psy, finalement, ça a une influence sur un couple. J'espère que ça a une influence, quoi. Sinon, ça sert à rien, quoi. D'une certaine manière, s'il y a un psy, ça sert pas à influencer quelque chose. On est toujours dans une question d'inter-influence. Là, je suis en train de vous influencer, vous m'influencez, vous me regardez pas, il y a toujours une influence. Ce que je trouve finalement intéressant, c'est que en rencontrant les gens individuellement, on peut parfois indirectement avoir un impact sur la famille et sur le couple. Et j'ai envie de dire, si une action s'installe vraiment, ça a forcément des effets, et des effets pourquoi pas positifs. On peut avoir une influence positive. C'est Fari qui disait ça, tiens, un humoriste encore un, j'en parle beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que vous citez de moins en moins de psy, de plus en plus de comiques. Parce que les humoristes ont remplacé la fonction qui est pour moi première du psy, qui est de humer, comme disait un de mes collègues, Michael, l'air du temps. Et Fari dit avant, quand on disait influenceur, c'était négatif dans mon époque, et maintenant c'est devenu positif. Bon, donc on peut avoir une influence positive, j'espère. Donc dans un suivi individuel, on peut avoir une action indirecte sur le couple. Et je vous donne un peu les phrases que je peux proposer. Dites à votre femme que je vous propose tous les deux d'expérimenter quelque chose, puisqu'elle est intéressée par votre travail, puisqu'elle note que vous êtes beaucoup moins désagréable à la maison et qu'il y a enfin une bonne ambiance. Et donc là, j'embarque le partenaire qui est absent. Donc, une proposition habituelle, je m'avais dit que vous attendiez un peu plus d'aventure et de folie de votre femme, mais en même temps que vous occupiez uniquement des gosses avec elle. Désormais, vous arrivez à lâcher prise, vous vous occupez un peu plus de vous. Pourquoi ne pas créer un contexte, une bulle, un espace de couple, en demandant à votre femme de vous donner 3 week-ends de libre et vous trouver un studio à louer au bord de la mer par vous-même. Donc là, j'ai un type qui, la plupart du temps, me dit « Ah, mais moi, j'ai jamais fait ça ». Mais en même temps, comme il a vu que sa femme était de plus en plus détendue à mesure qu'il écoutait mes propositions, il se dit « Ah, pourquoi pas ?» Et puis ce qui se passe, c'est que sa femme est ravie. Elle lui dit « Ton psy, c'est extraordinaire ce qu'il propose, il te fait faire des trucs géniaux, donc tu vas y retourner. » Et pour encourager son mari, elle va lui donner très vite des week-ends. En 4 secondes, elle va lui sortir son agenda. Et puis ils vont peut-être même faire l'amour, oublier les enfants 3 minutes, se marrer comme s'ils avaient 15 ans au bord de la mer en Normandie. Et là, il se passe quelque chose. Et donc vous voyez que le couple est en train d'être entraîné dans un autre contexte. Parce que ce qui est important, c'est de se dire que ces gens-là, ils peuvent fonctionner, mais ils se sont radicalisés, enfermés dans un contexte très serré, où le matin, ils se lèvent, les enfants sont jamais habillés, ils arrivent en retard à l'école, ils arrivent au boulot, ils veulent pas voir leur patron, ils rentrent, ils vont se laver, il y a des fringues par terre, ça crie, ils font à bouffer, ils couchent les enfants et ils dorment. Donc c'est vrai que moi, je vais proposer à un moment donné une autre scène. C'est-à-dire que je vais leur dire, vous me fatiguez avec votre rôle, je vous donne un autre scénario, je vous change le décor et allez-y. Et donc là, forcément, j'ai plus facilement l'adhésion du partenaire qui n'est pas là. Donc dans ce cas-là, j'ai souvent des remerciements des deux, indirectement par le partenaire que je ne vois pas, parce que celui qui est venu a réussi à trouver l'énergie de relancer la machine. Ça ne veut pas dire qu'il devient le moteur unique, ça veut dire que d'un seul coup, le couple est en train de se mettre en route, et le monsieur embarque sa femme, et j'ai envie de dire, moi, à partir de ce moment-là, comme j'ai des gens qui sont ouverts à expérimenter, je peux les amener à d'autres endroits et parfois même c'est largement suffisant. Donc ça renvoie à la question, mais qu'est-ce qui fout le thérapeute finalement dans toute cette histoire ? Le thérapeute... C'est une question que beaucoup de gens qui ne sont jamais allés en thérapie se posent, Maximilien. Déjà, il prend des sous. Il a fait des études. Non, je rigole. Le thérapeute ne règle pas tout. Il peut pas Non, vous rigolez pas, c'est vrai. Oui, non, enfin... vous êtes très sérieux. Et en même temps, je crois que c'est pas l'objectif. Mais ça passe par là, évidemment. Mais le garagiste aussi, il a fait un peu d'études et puis il prend un peu de sous. Voilà. Donc on fait tout ça, ça s'appelle un métier. C'est important de le rappeler. Thérapeute ou psy est un métier. Alors qu'est-ce qu'il fait, le psy, alors ? Donc le thérapeute ne règle pas tout.
Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il ne peut pas transformer la haine, le mépris ou l'abus en un claquement de doigts. Beaucoup de personnes se présentent avec un couple qui est déjà mort, en fait. Il ne peut pas changer les gens, et encore moins contre leur volonté s'ils ne demandent rien. Le psy, il est là pour faciliter un processus. Vous l'avez compris. Faut qu'il ne demande. C'est-à-dire, quand vous dites s'il ne demande rien, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que moi, si je reçois un monsieur et que sa femme est déjà partie et qu'elle ne peut plus voir ce monsieur en peinture qui me paraît sympathique, mais qui a été méprisant, haineux, désagréable et destructeur, moi, à partir de ce moment-là, je peux que constater que le couple est déjà mort. Même si un monsieur me demande de l'aider, c'est peut-être déjà trop tard. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaye de mettre en route un processus, on le facilite. On peut pas rajouter des pièces au moteur, on peut pas refaire l'histoire. On essaye d'optimiser, de changer des petites pièces, de revisser, de huiler, d'expérimenter. Mais quand on s'est connus à 25 ans, et que l'un faisait beaucoup de choses et l'autre peu, qu'on veut que ça change, c'est d'abord la capacité du couple à pouvoir se réajuster aujourd'hui qui est en jeu, et pas le tour d'humain du thérapeute. C'est-à-dire que les thérapeutes ne font pas disparaître ou apparaître les petits pains, et ils peuvent pas changer l'eau en vin. C'est pas possible. On peut faire de la magie en thérapie, mais il faut un contexte propice, il faut pouvoir mettre en route un processus, on ne crée pas de la matière. Donc les gens parfois viennent vérifier qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais n'ont pas attendu de me rencontrer pour se dire que tout était déjà foutu depuis un moment. Parfois, ils viennent chercher une confirmation. Le thérapeute peut donc travailler le couple sans le voir, mais il ne statue pas sur la viabilité du couple. C'est-à-dire sans le voir, c'est-à-dire sans voir les deux. Sans voir les deux. Voilà, en ne voyant qu'un membre. Exactement, ça peut arriver, mais d'une certaine manière, souvent, ce serait quand même bien que les deux viennent, parce que d'une certaine manière, ça montrerait à celui qui est pas bien que l'autre a quand même envie d'essayer de comprendre ce qui se passe. Le thérapeute ne peut pas statuer sur la viabilité du couple en voyant une personne. Il n'est pas là pour chercher un responsable précis. Il ne peut que tenter de relancer la machine par une personne qui, paradoxalement, ne croit plus en elle et en la capacité du couple à bouger. Donc, il faut réussir à faire ce tour de main. Malheureusement, parfois, il constate que ça ne prend pas, ou au contraire, que le couple avait suffisamment d'amour, de respect l'un pour l'autre, parce que je crois que c'est beaucoup une question de respect l'un pour l'autre, ou une structure qui lui permet de se réinventer. Mais on ne peut pas juger d'après une photo ou d'un seul point de vue cette réalité. Et donc, vraiment, je pense que la question du respect, elle est importante. Il y a beaucoup de couples où, en fait, on a tellement été entaillé par les attaques de l'autre que moi, je ne peux pas faire de la magie, en fait. Et que si on a été insulté et trahi par l'autre, si le partenaire absent était amené, ça m'est jamais arrivé à me dire à cause de vous j'ai divorcé, j'ai envie de dire en même temps, moi j'y suis pour rien, il y a eu infidélité, il y a eu insulte, il y a eu trahison de votre côté, c'est pas mon histoire, c'est la vôtre, et qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça ? Parce que, pourquoi je vous dis ça ? Même les thérapeutes de couple, au départ, se posent la question, c'est quoi un bon thérapeute de couple ? Je vais dire une banalité peut-être, mais c'est pas un thérapeute qui a gardé le plus de couples ensemble. Il y a des couples qui sont morts, par définition ne fonctionnent pas. On revient comme on l'a dit dans la série En thérapie. Ça existe la thérapie de couple ? Ça existe la thérapie de couple évidemment, et je pense que c'est intéressant de pouvoir voir les deux en même temps. Mais comme dans la série sur Arte En thérapie, se pose la question de est-ce que ce couple il a besoin d'un coup de tournevis ou est-ce qu'il est fondé sur quelque chose qui peut pas fonctionner ? Mais est-ce que vous arrivez à évaluer quand un couple vient vous voir s'il en a encore sous le pied ou si c'est mort ? Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à évaluer ou pas ? Je pense qu'intuitivement, on le fait forcément, mais on ne peut pas le faire tout de suite, en fait. C'est-à-dire qu'on va le sentir, et puis surtout, il va falloir nous le démontrer. C'est-à-dire que quand je veux proposer une tâche toute bête, vous voyez, il y a un couple que je vais revoir bientôt. Là. Ils m'ont dit... Je vais vous dire ce qui s'est dit. Les enfants posent des questions et puis je leur ai dit vous êtes encore un couple conjugal ou un couple parental ? Ils ne savaient pas trop comment répondre. Les deux étaient d'accord. Je leur ai dit donnez-moi un pourcentage. On est 5% un couple conjugal, 95% un couple parental. Je fais bon. On va essayer de jouer là-dessus et je leur ai dit pour la prochaine fois vous allez essayer, sans fuir la maison, de faire en sorte d'occuper vos enfants et qu'ils respectent cet endroit où vous allez pouvoir boire un coup, prendre l'apéro, vous marrer, regarder un film. Et donc là, d'une certaine manière, ce qu'ils vont faire est une expérimentation qui va me permettre de voir quelles sont leurs compétences, quelle est leur créativité. Est-ce que monsieur va foutre tout ça en l'air ? Est-ce que madame va foutre tout ça en l'air ? Est-ce que les deux vont se battre ? Est-ce que c'est l'enfant qui va venir se mettre au milieu ?
voyez comment, d'une certaine manière, je suis déjà en action, en train de tester le couple, et il est déjà en même temps en train d'exister. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas séparer, si je devais utiliser des termes un peu professionnels, on ne peut pas séparer le diagnostic de l'accompagnement. Vous voyez ? Ce qu'ils vont faire va être une information précieuse sur qui ils sont, sur ce qu'ils peuvent devenir, puis ils auront la démonstration. Peut-être que madame va me dire, alors coup classique, monsieur dit ouais mais les enfants m'ont tellement pris la tête que c'était pas possible. Madame peut me dire ouais j'avais très très envie, hein, mais notre fils arrêtait pas de pleurer donc je me sentais beaucoup coupable donc j'ai pas pu m'en occuper. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, j'en ai vraiment aucune idée, mais je suis très curieux de voir ce qui se passe parce que ça va me permettre de comprendre qu'est-ce qui se bloque dans la tête de madame, qu'est-ce qui bloque dans la tête de monsieur, qu'est-ce qui bloque dans leur tête, qu'est-ce qui bloque dans la tête d'un partenaire qui arrange l'autre. Vous voyez ? C'est aller en Normandie, passer un bon week-end tous les deux, et puis on voit que monsieur, en fait, il en peut plus, il a envie de faire l'amour tout le temps. Et en fait, il saute sur sa femme et elle lui dit « tu me saoules », quoi. Et donc là, c'est intéressant. Parce qu'ils étaient persuadés qu'en ayant du temps, ils feraient l'amour, mais dans cette espèce d'échec, moi, j'y trouve une compréhension de ce qui leur arrive. Vous comprenez ? Donc pour moi, on peut pas dissocier le comment du pourquoi. C'est pour ça que mon institut s'appelle l'Institut du comment. C'est-à-dire que moi, je suis intéressé à faire bouger des choses pour pouvoir en même temps faire un diagnostic. Moi, mon boulot, en tant que garagiste thérapeute, c'est de dire, écoutez, monsieur, allumez-moi le moteur, parce que moi, là, je vois pas. Et je tends l'oreille, je regarde, et je lui dis, ah, je crois qu'il y a un problème avec la courroie. Mais tant qu'on n'a pas allumé le contact, moi, j'en sais rien, en fait. Donc, j'ai en même temps besoin de faire bouger les gens pour comprendre, comme un kiné qui dit, allez-y, marchez, monsieur. Ah non, mais en fait, vous n'avez pas de problème à cet endroit-là, mais vous avez quoi à la cheville ? Ah, bah j'ai un vieux truc. Votre problème, il est là, en fait. Donc, j'ai besoin de voir les gens en action, j'ai besoin de voir la vidéo tranquillement, j'ai besoin de voir comment les gens s'investissent. C'est à la vidéo, vous les filmez ? Non. Alors, si. Je sais pas, je vous pose une question. Ouais. Oui, non, mais c'était une image, mais c'est vrai que je peux filmer les couples et les familles, comme je le dis souvent, avec leur accord, je leur fais signer un papier pour revoir. Moi, c'est un outil pour moi. En thérapie systémique, on fait ça. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que un thérapeute peut faire redémarrer un couple. Oui, bah oui, heureusement. Peut aider. Sinon, vous dites heureusement. Non, mais heureusement, sinon j'arrêterais ce métier, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les gens qui vont se remettre en route. C'est pas moi qui vais leur dire faites ci, faites ça. Genre, je les vois une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi. C'est ce qu'ils vont faire. Et parfois, ils sont très contents de m'avoir rencontré. Mais en fait, quand il faut se mettre en action, bah, y a autre chose qui sort. Finalement, j'ai pas envie de faire l'effort. Finalement, je me rends compte qu'on allait voir un thérapeute, mais j'ai plus envie de te faire plaisir. Finalement, je m'en rends compte. Et donc, les gens sont dans une découverte en même temps de leur propre système. On n'est jamais vraiment conscient de ce qu'on met en place dans la vie. On a besoin de cheminer avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de mettre les gens en action. Et on constate ensemble ce qui s'est passé. Par exemple, je me rends compte que oui, j'ai fait l'amour à ma femme, mais en fait, la question n'était pas là. J'avais envie de passer un temps avec elle. J'avais envie que les enfants nous foutent la paix, et puis on s'est marré comme des enfants. On est allé en Normandie, je voulais lui sauter dessus. Finalement, on n'a pas fait l'amour, mais on est très satisfait. Donc, on est en train de comprendre que c'était pas le sexe dont monsieur était obsédé ou madame, mais c'était autre chose. Et donc ça, moi, je ne peux le découvrir qu'en voyant le système en route. Encore une fois, un système qui n'est pas allumé, qui n'est pas en route, vous ne pouvez rien constater. Vous ne voyez que des éléments inertes, en fait. Maximilien Bachelard, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Maximilien et passez une très très belle journée santé sur Beurre FM.